Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat. Vous allez suivre ce matin une audition qui a fait polémique la semaine dernière au Sénat, celle de l'ambassadeur du Mali en France, Toumani Djimé Diallo, sur la guerre au Sahel et la présence militaire française. L'ambassadeur malien a évoqué les débordements de soldats de la Légion étrangère dans certains quartiers de Bamako, la capitale, des propos qui ont été vivement condamnés par les sénateurs. Je vous laisse écouter cette audition. Mes chers collègues, nous sommes très heureux d'accueillir les 5 ambassadeurs représentant les 5 pays qui constituent le Sahel, et c'est pour nous et pour moi-même qui ai souhaité cette réunion. C'est un grand honneur de vous accueillir ici devant la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées pour faire un point sur le G5 Sahel. Donc nous accueillons par ordre protocolaire Son Excellence Monsieur Alain Imondo, qui est ambassadeur du Burkina Faso, qui est en face de moi. Donc à sa gauche, Son Excellence Monsieur Amin Abbas Siddiq, qui est ambassadeur du Tchad. Son Excellence Monsieur Adoé Hadji Abou, qui est ambassadeur du Niger. Puis de l'autre côté, Son Excellence Monsieur Ahmed Ould Bahia, qui est ambassadeur de Mauritanie. Et enfin, c'est aussi une des personnalités les plus importantes et qui centre une partie de nos débats, c'est l'ambassadeur du Mali, Son Excellence M. Toumani Djimé Diallo. Et donc je voulais dire à chacun la joie que nous avions et le respect que nous portons au travail et aux missions que vous assurez ici à Paris. Nombre d'entre nous ont déjà des contacts avec vous, mais c'est la première fois que nous organisons cet échange qui va nous permettre d'avoir un débat nourri. En tous les cas, c'est un grand plaisir de vous entendre ce matin, à la fois sur la situation dans le G5 Sahel, plus particulièrement la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la région, et aussi bien sûr sur les conséquences du sommet de Pau, puisqu'en quelque sorte, aujourd'hui, vous vivez le volet parlementaire qui suit le sommet de Pau qui a eu lieu entre le président de la République et vos chefs d'État et de gouvernement respectifs le 13 juillet. C'est une table ronde qui, du reste, s'inscrit dans un travail beaucoup plus intense que notre commission mène depuis un mois et qui vise à faire un bilan le plus objectif possible et le plus exhaustif aussi possible de l'opération Barkhane, puisqu'en fait, nous aurons vraisemblablement en mai un débat au sein même de l'hémicycle sur le G5 Sahel, sur l'opération Barkhane. Et donc votre contribution va permettre d'éclairer mes collègues sur la situation exacte. Avant toute chose, je voudrais bien évidemment rendre un hommage appuyé à tous nos soldats qui sont morts et qui ont perdu la vie et ceux qui sont blessés dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous savons combien les forces armées de vos pays respectifs paient un très lourd tribut. Et nous en sommes informés et à chaque fois nous avons l'occasion ici au Sénat de leur rendre hommage et d'avoir une pensée pour eux. J'y associe bien évidemment les soldats français qui sont tombés dans cette lutte et j'ai encore une fois une pensée pour les nombreux blessés, et ce sont des blessures très graves, vous le savez, qui sont subies dans le cadre de ces attaques. Je veux aussi associer dans cet hommage les victimes civiles de vos pays, qui souffrent des attaques impitoyables de ces groupes armés et qui malheureusement attaques qui ne cessent de se multiplier au fil des derniers mois, apportant inquiétude, crainte et déstabilisation des structures d'État. Et tout ceci est évidemment très problématique. L'année 2019 a été une année particulièrement difficile pour le Sahel, et c'est donc à l'initiative du président de la République, au sommet de Pau, que des décisions ont été prises justement pour reprendre un peu la main en inversant les résultats qui, pour le moment, nous paraissent insuffisants dans la lutte contre le terrorisme. Les grands axes du sommet de Pau, je les rappelle, c'est d'abord la création d'une nouvelle coalition militaire plus large, une concentration des moyens qui, par ailleurs, sont sur le point d'être renforcés, et ce, sur la région de ce qu'on appelle les 3 frontières, et contre l'État islamique du Grand Sahara, le IGS.
mais aussi un renforcement des capacités militaires nationales de chacun de vos pays et du nôtre, puisqu'actuellement, nous sommes en train de mettre en place un nouveau groupe de 550 soldats qui va rejoindre le terrain des opérations. Dans le même temps, car nous savons tous très bien que les opérations militaires ne viendront pas à bout de la restauration d'une situation apaisée, donc le sommet de Pau a prévu aussi de prendre un certain nombre de mesures pour restaurer l'autorité de l'État partout où il est attendu par les populations, et enfin et surtout de donner un nouvel élan au développement, et ce, dans le cadre de l'Alliance Sahel. Alors, messieurs les ambassadeurs, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, déjà, nous décrire la situation sécuritaire actuelle dans chacun de vos pays, pour nous dire comment on peut analyser ce qui se passe dans les jours qui viennent de se passer? Quel est, de votre point de vue, le degré d'enracinement? Quelles sont les causes profondes des troubles croissants? Je pense en particulier à la dégradation récente de la situation tant au Burkina Faso qu'au Niger. Ensuite, nous aimerions savoir quelles sont les mesures principales que vos gouvernements vont mettre en œuvre pour concrétiser l'élan nouveau donné au sommet de Pau et pour capitaliser sur l'effort militaire supplémentaire décidé par la France, puisque, vous le savez, donc cet effectif de Barkhane pour le côté français va passer à 5100 soldats d'ici la fin du mois. Outre les aspects militaires, et notamment le déploiement d'un nouveau bataillon tchadien, pourriez-vous, dans vos communications respectives, insister en particulier sur les efforts politiques de chacun de vos gouvernements pour permettre de régler les conflits en profondeur? Je ne vous cacherai pas, et vous le savez, que l'opinion publique française a été particulièrement choquée par un certain nombre de manifestations anti-françaises dans certains États du Sahel et d'une forme de complaisance d'une partie de la classe politique dans chacun de ces États à l'égard de ces mouvements. Or, vous le savez, 35 soldats français ont laissé leur vie dans l'opération Barkhane et 10 dans l'opération Serval. Ce sont autant de familles, autant d'unités militaires, de frères d'armes qui resteront endeuillés à jamais. Ce sont des centaines de blessés, souvent très graves, dont la vie a évidemment basculé. Sur le plan budgétaire, car il y a aussi cette dimension, Barkhane, c'est actuellement 800 millions d'euros par an pour les contribuables français. Et donc je pense que vous comprendrez aisément que l'opinion publique française ait pu être choquée par des propos anti-français que vos chefs d'État respectifs ont évidemment critiqués, mais qui ont eu lieu. La clarification politique apportée à Pau, et que sans doute vous confirmerez aujourd'hui, est donc pour nous la bienvenue, car l'ensemble des sénateurs qui sont là, dans les différents territoires qu'ils représentent, ont souvent été interrogés sur cette situation, avec des gens qui leur disaient, écoutez, nous fournissons un énorme effort au Mali, nous perdons des vies humaines et nous avons l'impression de ne pas être les bienvenus et d'être présents soit pour des buts soi-disant néo-capitalistes ou de la recherche de l'or, alors que nous ne sommes là évidemment que pour vous aider à récupérer la souveraineté et la sécurité qui est nécessaire au développement. Alors pour le groupe Les Républicains, c'est Édouard Courtial, donc sénateur et ancien ministre, qui va poser la première question. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ambassadeurs. Au nom du groupe Les Républicains au Sénat, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de votre participation à cette table ronde inédite et à l'initiative du Président Cambon, initiative que nous saluons. Cet échange est d'abord l'occasion de redire avec force l'amitié entre nos pays respectifs à l'heure où la sécurité en Afrique et en Europe est menacée par le terrorisme islamiste. La France est l'un des pays les plus mobilisés humainement et financièrement dans la lutte contre le terrorisme. Cependant, et avant de poursuivre mon propos, je souhaiterais à mon tour rappeler les conditions de l'engagement français au Mali puis au Sahel, car cela a pu faire débat, ce qui est dommageable pour tous, comme ça a été rappelé. La France est intervenue en réponse à la demande d'aide du Mali. En janvier 2013, il s'agissait de stopper des colonnes entières de djihadistes qui se dirigeaient vers Bamako. Les villes de Gao et de Tombouctou étaient les premières victimes des djihadistes. En réponse aux attaques infondées de néocolonialisme et face à l'ampleur des enjeux sécuritaires, nous avons la responsabilité commune de rappeler le cadre de l'aide française. De Serval à Barkhane, nous agissons avec nos partenaires européens dans un cadre juridique clairement défini, comme l'attestent les résolutions numéro 2056
2071 et 2085 de l'ONU adoptées à l'époque. Ici même, l'opération Serval et sa prolongation ont fait l'objet de 2 débats et d'un vote conformément à la Constitution. Ce vote a eu lieu au Sénat le 22 avril 2013. Depuis, l'action française dans la zone dépasse le seul volet militaire. L'Alliance Sahel, lancée en 2017 par la France, l'Allemagne et l'Union européenne, a été créée pour améliorer l'efficacité de l'aide au développement dans la zone et être l'interlocuteur du G5 sur les questions de développement qui sont évidemment primordiales. Sur ce point, l'Agence française de développement est un acteur majeur et elle est totalement mobilisée. Enfin, n'oublions pas que 45 soldats ont fait le sacrifice de leur vie pour la sécurité et la paix dans cette zone. Il est primordial de rappeler à tous, ici et en Afrique, les raisons et les objectifs de l'action française en coopération et en concertation avec les troupes des pays concernés. Aider les pays à conserver leur intégrité territoriale, protéger les populations civiles de la barbarie des islamo-fascistes, former et accompagner les soldats du G5, enfin créer les conditions d'un développement plurisectoriel pour la réalisation de projets inclusifs. Néanmoins, nous devons tous avoir conscience que nous nous inscrivons dans un temps stratégique long et dans une dimension régionale nécessitant l'implication et la responsabilisation de tous. Et à la lumière de ces éléments, je souhaiterais recueillir vos sentiments sur 2 points. En matière de sécurité, la part du renseignement est décisive, en particulier en ce qui concerne l'argent des trafics de drogue ou d'êtres humains, qui sont une manne financière des terroristes. Quels sont les dispositifs qui pourraient être mis en place? Je pense par exemple avec l'Algérie, qui a ratifié des conventions de sécurité avec de nombreux pays. En matière d'éducation et de santé, qui sont des secteurs cibles pour les terroristes, qui s'attaquent prioritairement aux écoles et aux structures de soins, 1500 écoles ont fermé, ruinant les efforts de longue haleine. Rappelons que le service de santé des armées réalise beaucoup d'actes de soins et de chirurgie sur place. Aussi, le maintien d'infrastructures vitales est un signal fort envoyé à la population. Il témoigne de la résilience de l'État. Ces infrastructures évitent également le déplacement de populations, ce qui est facteur important dans les risques de déstabilisation. Messieurs les ambassadeurs, au Sénat, nous croyons dans les 3 D, diplomatie, défense et développement. Alors pourriez-vous nous éclairer sur les mesures que vous souhaitez mettre en place au niveau régional pour renforcer les structures de gouvernance et quels sont vos besoins? Je vous remercie. Merci Édouard. Donc, première question, on va passer à la suivante, qui est celle du groupe socialiste et républicain et qui va être posée par Jean-Marc Todeschini, sénateur et ancien ministre. Merci Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier à mon tour, messieurs les ambassadeurs, de participer à cette table ronde. Mais je vais aborder 2 sujets. Dans un premier temps, je m'adresserai plus particulièrement à Monsieur l'ambassadeur du Mali. Votre président, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, a fait une déclaration que la presse a relevée en se déclarant favorable à l'instauration d'un dialogue avec les chefs des forces terroristes et djihadistes. Tout cela, bien sûr, afin de déterminer une sortie possible de ce conflit. Cette déclaration a suscité des émois, mais aussi, je dirais, des interrogations, notamment en France, qui est engagée depuis 2013, et le président Tombon l'a rappelé, qui est engagée donc depuis 2013 pour soutenir et garantir la liberté du Mali face à la barbarie. Nos armées, cela a été dit par les intervenants, nos armées ont payé le prix fort, les vôtres aussi, puisque nous avons beaucoup de soldats qui ont perdu la vie, mais chez vous, les populations civiles, comme l'a dit le président Tombon, et vos soldats ont aussi payé un lourd tribut à ce conflit. Si le dialogue est proposé, pouvez-vous nous dire de quelle nature et avec qui il pourra être mené? Pouvez-vous aussi nous donner des éléments de précision quant à cette déclaration? S'agit-il d'entretenir des relations avec Iyad Ghali et Amadou Koufa, alors qu'ils figurent sur la liste des personnalités sanctionnées par le Conseil de sécurité de l'ONU pour les liens qu'ils entretiennent avec Al-Qaïda et l'État islamique? Pour l'ensemble des ambassadeurs, pouvez-vous aussi nous faire le point de la situation morale et matérielle de vos armées, puisque la France, comme l'a dit le président, va contribuer encore en augmentant ses capacités militaires, ses effectifs, en participant sous de nouvelles formes aussi à la formation et à l'encadrement au partenariat militaire opérationnel. Je pense que ce serait intéressant pour nous de connaître l'état réel
je dirais, de la situation, je vous l'ai dit, morale et matérielle de vos soldats. Merci Jean-Marc. Jean-Marie Bockel pour le groupe de l'Union centriste, ancien ministre. Merci Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour saluer votre initiative bienvenue, remercier bien sûr les ambassadeurs de leur présence et rappeler la phrase de Camus, de mémoire, mal nommer les choses concourt au malheur du monde. On peut la paraphraser en disant bien nommer les situations peut certainement aider à résoudre des problématiques à la fois extrêmement difficiles et complexes, et on est aussi un peu là pour ça. Il se trouve que je rentre de Bamako, j'étais au forum de Bamako comme régulièrement, et ça m'a donné la possibilité de faire un point assez précis, à la fois avec les militaires français, et notamment le commandement de Barkhane, le général Pascal Facon, qui s'était déplacé, ainsi que notre ambassadeur Joël Meyer et ses équipes, mais aussi avec le président Ibeka, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui m'a fait l'honneur d'un entretien approfondi. Et ça me permet d'évoquer en quelques phrases à la fois ce qui me semble être, et je vous le livre, les aspects positifs de l'état actuel de la démarche du G5 Sahel, et peut-être des questionnements comme viennent de le faire à l'instant mes deux collègues. Le positif, on l'a déjà senti à Pau. Le président de la République m'a fait l'honneur de m'inviter à Pau, bien sûr pas à la réunion des chefs d'État, mais un peu à tout ce qui s'est passé à côté. Ça a permis d'avoir de nombreux contacts. Déjà là, on sentait que, alors qu'on abordait Pau avec un certain scepticisme, il faut bien le dire, il se passait quelque chose. Et je crois que vraiment, on peut dire qu'il y a aujourd'hui une nouvelle dynamique, que cette coalition interpelle. Je prends l'exemple simplement du Mali. C'est vrai que, et j'en ai eu de nombreux témoignages, le président malien s'implique personnellement dans la démarche, exige des rendez-vous avec tous les acteurs, et notamment les acteurs locaux, tous les 15 jours, avec un suivi, une évaluation, un monitoring, comme on dit dans les instances internationales. Ça, c'est quand même extrêmement positif. Il y a maintenant des aspects qui méritent d'être précisés, puisque le diable est toujours dans les détails. Par exemple, sur le volet développement, les militaires français sont les premiers à dire, et ils l'ont dit ici même dans notre commission, que la partie militaire n'a de sens que si elle est suivie par une démarche de développement, bien sûr une démarche sécuritaire, j'y reviendrai, mais de développement. Et là, par exemple, nous avons un outil qui est l'Agence française de développement, qui est un outil précieux et qui a vocation à s'impliquer très fortement dans les différents pays et dans les endroits où peu à peu revient la sécurité. Ça ne marche pas toujours comme on le souhaiterait. Parfois, il y a eu, c'est arrivé à Ménaka, une présence, un retour de l'AFD, alors que les engagements sécuritaires n'ont pas vraiment été tenus ou n'ont pu être tenus, ce qui évidemment a limité l'action de développement. Donc sur ce point, je crois qu'il y a un travail qui a été fait sur les zones où c'est possible, mais ça suppose évidemment que chacun tienne ses engagements. L'autre question, notre collègue Todeschini vient de la poser, je la reformule, c'est évidemment la question qui aujourd'hui est beaucoup évoquée dans les médias, d'un dialogue avec certains groupes djihadistes et terroristes. Ça mérite, je crois, au minimum quelques éclaircissements. On négocie avec qui et avec qui on ne négocie pas. On voit à peu près avec qui on pourrait négocier côté de certains pays, notamment le Mali. Avec quels objectifs, à quelles conditions, avec quelles limites. Et je dirais que si discussion il doit y avoir, il est clair que par ailleurs, ce qui a été dit sur la nature de certains groupes et le fait qu'aujourd'hui on a vocation à les combattre se poursuit. Et il faut qu'on soit au clair là-dessus. L'ambiguïté serait, à mon avis, la pire des choses. Et puisqu'on parle de la question sécuritaire, et j'en termine, Monsieur le Président, de mes questions, je parlais tout à l'heure d'une dynamique positive, je ne reprends pas tout ce qui a été dit, y compris par vous-même, Monsieur l'Ambassadeur, un peu sur la manière dont les choses se mettent en place, mais là aussi, le diable peut toujours se situer dans les détails. Les soldats des différents pays, du Niger, du Mali, je ne parle pas des Tchadiens évidemment et des Mauritaniens, mais notamment du Mali, sont des soldats courageux qui payent le prix du sang,
c'est les frères d'armes, nous le savons. Pour qu'ils puissent davantage jouer leur rôle sécuritaire, il faut que toute une série de questions en termes de commandement, de formation, de soldes payés, etc., puissent être remplis. On a connu une époque, j'ai connu cette époque, c'est le pays d'Afrique que je connais le mieux, d'autres collègues connaissent d'autres pays, où le Mali symbolisait vraiment de grandes espérances. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, au fond, c'est pas hors de portée que de retrouver cette espérance. Il y a une volonté politique sur place, je l'ai constaté. Il y a des conditions pour y parvenir. Et ce que vous nous direz les uns et les autres, évidemment, nous l'attendons avec et nous l'écouterons avec beaucoup d'attention, d'autant plus que nous-mêmes, évidemment, particulièrement la France, nous sommes très engagés sur tous les plans, sur ce territoire, sur ces pays, sur ce Sahel si proche de nous. Merci, merci Jean-Marie pour cette question et merci de l'avoir posée car vous savez, messieurs les ambassadeurs, le prix que Jean-Marie Bockel et sa famille ont payé pour la sécurité et la paix au Sahel. Et c'est ce qui fait du reste peut-être une sensibilité toute particulière de notre commission. Alors, pour La République En Marche, c'est Bernard Cazeau, sénateur, qui n'a pas été ancien ministre, ça viendra. Futur ministre. Messieurs les ambassadeurs, je vous remercie tout d'abord pour vos différentes interventions et je salue, Monsieur le Président, ce format inédit d'audition qui permet un débat un peu différent et très productif, je pense, pour la suite sur cette question. Je voudrais poser une question un peu difficile parce que qui vient un peu en complément de celle qui vient d'être posée par Jean-Marie. Il y a quelques jours, sur Radio France Internationale, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a promis le développement d'un dialogue avec un certain nombre de chefs djihadistes actifs dans son pays. S'agit-il d'une initiative personnelle spécifique au Mali ou s'agit-il d'une nouvelle stratégie ou d'une évolution de la stratégie parallèle aux combats qui sont menés avec la France sur le G5 Sahel? Je voudrais savoir si cette initiative fait le concours pour... est adoptée par tout le monde ou si elle est seulement une initiative personnelle du président malien. Si, alors, pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, Pierre Laurent. Bien, merci, messieurs les ambassadeurs, de votre présence et de ce dialogue. J'ai 3 remarques à faire en forme de questions. La première, monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso, au nom de tous les ambassadeurs, vous avez commencé par citer un certain nombre de groupes djihadistes comme étant ceux qui menacent actuellement vos populations et vos États. Mais j'aimerais savoir un peu davantage comment vous analysez cette menace. Qui sont ces groupes? Comment se développent-ils? Comment recrutent-ils? Par qui sont-ils financés, armés? D'où vient cette menace? Comment est-ce que vous l'appréciez? Et je pense que c'est une question importante parce que, évidemment, pour traiter des questions, notamment des solutions politiques au conflit, il faut savoir à qui on a affaire comme menace. Donc, moi, j'aimerais en savoir davantage sur votre appréciation sur la nature de cette menace, de ces groupes et la manière dont elle s'est développée dans la région. Du coup, ma deuxième question porte sur la dimension politique des solutions futures, sur la manière dont vous envisagez les uns et les autres, effectivement, les transitions politiques nécessaires pour sortir de cette situation, pour reconstruire la paix dans la région et dans vos pays.
Et enfin, ma troisième question, elle porte sur le volet développement. Mon groupe fait partie de ceux qui, depuis le départ de l'engagement militaire français, ont souvent émis des doutes sur le fait que la dimension développement soit à la hauteur, alors que tout le monde, depuis le début, à commencer par les militaires, Jean-Marie Bockel le rappelait, qui l'ont souvent souligné ici, les militaires français ne cessent de dire que la solution ne sera pas militaire. Or, mon impression, mais peut-être, en tout cas j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est que sur le volet développement, nous ne sommes pas à la hauteur ensemble. Bon. Donc moi, ma question, c'est sur ce volet-là, sur cette dimension-là, de la solution, et probablement c'est une solution durable dans la durée, en tout cas, qui a besoin d'être pérennisée longtemps, parce que cette dimension-là, on ne la solutionnera pas en quelques mois. Quelles sont vos attentes? C'est-à-dire dans quel domaine prioritaire est-ce que vous considérez qu'il devrait y avoir une impulsion beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte de l'effort commun en matière de développement? Quelles sont vos priorités en la matière? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous considérez comme absolument nécessaire et nécessaire rapidement? Parce que, je le répète, personnellement, j'ai l'impression que sur ça, à chaque fois, tout le monde le dit, mais ce n'est pas le domaine dans lequel on met le plus de moyens. Merci Pierre. Enfin, au titre du groupe Les Indépendants, Joël Guerriau. Merci Président. Messieurs les ambassadeurs, nous sommes très heureux de vous avoir autour de cette table pour échanger sur un sujet qui nous tient profondément à cœur. Au moment même où nous parlons, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo vient d'achever un tour en Afrique où il a été en Angola, en Éthiopie et puis au Sénégal considéré comme le rempart absolu de la sous-région contre le terrorisme. On aurait peut-être préféré qu'il en soit autrement et qu'il aille aussi voir un peu ce qui se passe dans le Sahel, dans le G5 Sahel. En tout état de cause, on voit bien que cette stratégie est une stratégie qui consiste à contrer la Chine et la Russie, pendant que sur le plan de l'action et de l'intérêt qu'elle porte à l'Afrique. Et pendant ce temps, la France, elle, mène une action altruiste qui consiste à mettre la priorité de ses moyens, de ses actions, sur le G5 Sahel. Ça montre à la fois notre attachement fraternel à l'Afrique, l'amitié qui unit nos peuples, et aussi au fait que nous avons aussi en France plus de 2 millions de populations qui sont originaires d'Afrique et qui rattachent encore davantage ce sentiment de lien très fort entre nos communautés. C'est des sommes considérables qui sont consacrées dans le cadre des opérations de défense, et c'est pourquoi, évidemment, les notions d'ingérence sont des notions qui nous font très très mal, et qui sont très mal ressenties par le peuple français en général, puisqu'il ne s'agit en aucune manière d'une opération intéressée, mais bien d'une opération de solidarité, et aussi avec le sentiment que finalement la question terroriste nous touche tous, et personne ne doit s'en écarter. J'étais dimanche à Riyad et où j'ai eu la chance de visiter le Centre mondial de lutte contre l'idéologie extrémiste. C'est un centre remarquable qui répond en partie à la question de mon collègue sénateur qui vient de s'exprimer, puisque c'est un centre qui permet d'analyser tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec des moyens technologiques de très haut niveau, et qui permet de constater l'évolution justement de ces réseaux. Ils ont pu détecter qu'il y a actuellement 39 groupes terroristes dans le monde. C'est des groupes qui parfois se multiplient. En tout état de cause, ce qui est significatif dans ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils s'en développent davantage sur l'Afrique et qu'il y a une sorte de concentration qui va vers l'Afrique. Vous en êtes les victimes.
Nous le sommes aussi demain, peut-être. En tout cas, nous sommes solidaires sur ces questions. Nous devons lutter ensemble contre ce phénomène. Et c'est pourquoi on a mis en place cette opération Barkhane. Je voudrais simplement rappeler que l'objectif de cette opération Barkhane, tel qu'il a été intitulé dans ce qui avait été les conventions qui avaient été signées, c'est que les États partenaires que vous êtes acquièrent la capacité d'assurer votre sécurité de façon autonome. C'est ça le projet Barkhane avant toute chose, et c'est ce qui en soi nous préoccupe, à savoir à quel moment cette capacité pourrait être atteinte. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle pourra l'être? D'une part, c'est ma première question, et ma deuxième question, qui en est liée, c'est quelle coordination peut-on envisager de façon à élargir cette préoccupation de lutte contre le terrorisme qui semble se concentrer de plus en plus vers l'Afrique, eu égard à ce que je viens de rappeler à l'instant, de ce que j'ai pu voir en Arabie Saoudite dans ce centre de sécurité qui avait été inauguré d'ailleurs par le président américain Trump, ce qui montre que la reconnaissance à cet outil stratégique de très haut niveau. Merci de votre attention. Voilà, messieurs les ambassadeurs, déjà une première batterie de questions. Ce que je vous propose, c'est d'y répondre de manière peut-être suffisamment concise pour que d'autres questions puissent, dans le temps qui nous est imparti, vous être posées. Donc vous voyez bien les thèmes qui se recoupent et se complètent, à la fois quelle est la nature de ces groupes terroristes et pourquoi s'attachent-ils à déstabiliser vos États et vos gouvernements? Je pense une question pour l'ambassadeur du Mali, pour qu'il nous fasse le point de ces informations parcellaires sur des négociations ou des conversations qui auraient lieu avec un certain nombre de groupes terroristes. Des questions sur la situation de vos forces armées, parce que nous sommes tous dans un état de sidération lorsque l'on voit les pertes que vous subissez. Car nous déjà, lorsqu'on en perd 1, 2, 3 ou 10, c'est un traumatisme national. Or vous, c'est parfois par dizaines et même par centaines. Et donc, quelque part, on se pose la question, comment des gens aussi courageux peuvent-ils perdre autant de force d'un seul coup? Et un général ici, et ça mérite que je vous fasse cette allusion, un général qui a commandé Barkhane disait: il faut un jour qu'on se pose la question, comment se fait-il que des armées africaines que nous aidons depuis 60 ans se fassent mettre en échec par des gens qui se promènent en pick-up avec des kalachnikovs? Donc il y a des vrais sujets et des vraies questions. Bien sûr, la question a été aussi posée de la transition politique, car je crois que le consensus montre bien que tout le monde diagnostique le fait qu'il n'y aura pas de solution militaire. Du reste, dans aucun conflit actuellement, il y a des solutions militaires qui règlent les problèmes et qu'il faut trouver la porte politique. Et puis, comment peut-être élargir effectivement cette coalition contre le terrorisme, avec aussi une dimension aide au développement, puisque plusieurs vous ont demandé de qualifier en quelque sorte la qualité de l'aide au développement, puisque nous-mêmes, nous sommes en charge ici, dans cette commission, de piloter l'aide au développement, en tous les cas de la contrôler. Alors peut-être, Monsieur l'ambassadeur du Mali, enfin, à vous, Président, d'organiser les débats, mais de telle sorte que les uns à la suite des autres, vous parlez dans l'ordre que vous souhaitez. Le tout, c'est de ne pas faire de trop long développement pour qu'on puisse avoir peut-être un complément de questions qui resterait dans la tête d'un certain nombre de nos collègues. Monsieur l'ambassadeur. Merci bien, Monsieur le Président. Je m'attendais effectivement que beaucoup de questions soient posées au Mali, et j'imaginais ces questions. C'est la raison pour laquelle je vais rester un peu sur ce que j'ai préparé. J'irai très rapidement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Affaires étrangères, défense et des forces armées du Sénat, chers collègues des pays membres du Sahel. En fait, je me retrouve pour la deuxième fois au Sénat. Ce haut lieu de la démocratie française est si chargé d'histoire, parce que j'ai eu l'honneur d'avoir été invité par le groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest. C'était le 10 juillet 2019, à l'invitation de M. André Reichard, sénateur du Bas-Rhin, que je voudrais remercier encore une fois. J'en garde le souvenir de femmes et d'hommes portant le Mali dans leur cœur, et pas seulement le Mali, mais tout le Sahel, et vos préoccupations d'aujourd'hui l'illustrent avec éloquence.
Bien d'événements se sont passés depuis au Mali, comme dans tous les autres pays du Sahel. Mais avant tout, vous l'avez dit, mais je voudrais, prévu de le dire, je voudrais me saisir de cette opportunité afin de présenter au sénateur Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, mes sincères condoléances, et avoir une pensée attristée pour la perte cruelle au Mali de son fils, le lieutenant Pierre Bockel, pour également exprimer mes pensées les plus émues s'agissant de ses 12 compagnons de lutte tombés avec lui sur le champ de l'honneur. Que leurs âmes reposent en paix. Je n'ai pas la police de débat, mais je souhaiterais qu'on puisse observer une toute petite minute de silence à leur mémoire, si c'est possible dans votre règlement. Oui, je le voudrais. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur du Faso, je voudrais vous féliciter pour la concision de votre présentation. Nous avions en effet convenu, c'est bon qu'on le sache ici, nous avions convenu que le Burkina Faso, assurant alors la présidence du Sahel, qu'il vous revienne de vous exprimer en premier et de brosser le tableau synoptique de la situation globale du Sahel, permettant aux autres de ne pas être longs, 2 minutes, maximum 3 minutes, dans leur présentation liminaire. Cela afin que nous puissions plutôt tous nous consacrer à répondre aux nombreuses questions qui ne manqueront pas de nous être posées. Je vais essayer, moi, de faire les deux en même temps. Je voudrais rendre hommage ici au leadership de la France dans la mobilisation internationale pour le Sahel et saluer singulièrement la clairvoyance du président Macron qui, avec la coalition internationale préconisée pour le Sahel lors du sommet historique de Pau, autorise à espérer à la mise en place d'un outil gagnant en pragmatisme, en coordination, en efficience dans la lutte contre le terrorisme. C'est dire que il n'y a pas véritablement de sentiment, en tout cas anti-français au Mali, il n'y en a pas. Il y a eu, à un moment donné, un ressenti au sein de la population contre la présence militaire française. Et pour une raison très simple, pour plusieurs raisons. D'abord, avec tant d'hommes, on s'attendait à une lutte plus de résultats et moins coûteuse en vie humaine. On se dit, avec tous ces moyens déployés, comment se fait-il que ça se passe ainsi? Que se passe-t-il? C'était ça. D'autre part, je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je vais vous parler franchement. Dans ces forces, il y a les officiers, il y a l'armée normale, mais il y a aussi les légions étrangères. Et c'est là le problème. Je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, que par moments, dans les pigalle des villes de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n'est pas celle que nous connaissons de l'armée nationale du Mali. Alors ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements. Le président Macron avait promis 200 militaires français de plus à Pau. C'est maintenant 600 et parmi lesquels on a fait appel au 3e régiment de Nîmois, n'est-ce pas, des légions étrangères. Alors, c'est bien parce que c'est connu qu'ils sont âpres à la bataille, ils sont âpres au combat, mais aussi, ils sont aussi âpres au gain. Ce n'est pas le type de soldats, le type de militaires qui, si on ne les encadre pas, donnerait une belle image de l'armée. Je laisserai peut-être le soin à mon collègue du Tchad de dire certaines choses sur ce que la Légion étrangère, qui a fait la bataille,
avec des résultats clairs, de bons résultats. Mais parallèlement, il y a des débordements qui, lorsque la population les réalise, ça pose problème. Je me dois d'avoir l'honnêteté de vous le dire. Bien. Sinon, il est clair, le président Ibrahim Boubacar Keïta l'a dit, tous ceux qui aujourd'hui, au Mali, appellent au départ des forces étrangères, et notamment françaises, sont des ennemis du Mali, sont des complices des djihadistes, travaillent de concert avec les djihadistes. Il est très clair là-dessus. Il le répète tout le temps. Mais, il faut que nous ayons des résultats plus probants, et je pense que depuis Pau, ce sera le cas. Et deux, il faut que le comportement de certains éléments ne laisse pas à désirer, certains éléments de l'armée, parce que nous, on les voit tous, on dit c'est l'armée, mais vous en voyez qui sont tatoués partout, qui font du n'importe quoi dans les rues de Bamako et d'ailleurs le soir, et ce n'est pas bon pour l'image de la France. Ça, je tiens à vous le dire. Bien. Je voudrais, en tout cas, rendre encore une fois hommage au leadership de la France dans cette mobilisation internationale pour le Sahel. Et permettez-moi de, quand même, en plus de répondre aux questions, de soulever un ou deux points qui sont peut-être des points déterminants pour tout le reste, pour beaucoup de questions qui sont posées. Après un entretien avec le président Macron à l'Élysée, le président Ibeka avait dit, je le cite, « Le Sahel n'est qu'une passerelle, un espace d'aguerrissement d'hommes en vue de conquête d'autres horizons. Et à ce titre, il devrait être préservé à tout prix. » Fin de citation. C'est dire que le Sahel n'est qu'une étape pour ces groupes terroristes. Leur ambition assumée est en réalité une vision idéologique à l'effet d'envahir le monde, et l'Europe en premier, aux fins qu'ils revendiquent de détruire la vision occidentale au profit de la leur, qui est des plus obscurantistes. Et maintenant, ils se mettent à tuer des chrétiens. Mais avant, c'était les musulmans qu'ils tuaient, parce que l'islam qui se pratique au Mali, ce n'est pas ça leur islam. Ce n'est pas ça, de ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'islam tolérant. Et un point d'histoire, ne répétons pas l'erreur de ceux-là qui, par manque de vision claire de la crise des Sudètes, avaient cru en Hitler, qui affirmait que l'annexion de cette partie germanophone de la Pologne, je cite Hitler, après ça, l'Europe connaîtra ensuite la paix pour 1000 ans. Mais en réalité, la suite, on la connaît. Ici, c'est le même paradigme. C'est le même paradigme. Ce sont des gens qui visent le monde entier. Le monde entier. Le Sahel, ils veulent en faire une base arrière, mais ce qui les intéresse, ce n'est pas que le Sahel. De même, n'oublions pas cette prédiction de Francis Fukuyama, vous le connaissez tous, vous l'avez lu, ce politologue américain qui écrivit sur commande de la CIA un essai intitulé « La fin de l'histoire et le dernier homme », où il annonçait la victoire définitive du libéralisme en tant qu'idéologie et la fin de la guerre froide. Mais, en même temps, il désignait l'islamisme comme le dernier obstacle à abattre. C'est l'islamisme qui resterait le seul frein à la victoire définitive de l'idéologie libérale. Eh bien, en fait, c'est cet islamisme qui a été libéré par la chute de Saddam Hussein, à laquelle la France refusa de s'associer, puis et surtout par celle de Kadhafi, malheureusement à laquelle la France joua un grand rôle. Cet islam-là, c'est cet islam-là qui, libéré de tous les verrous qui le contenaient, constitue le socle sur lequel s'est bâti le terrorisme en action dans le Sahel. Donc quels sont ces groupes? Qui les financent? C'est ça. Ce sont ceux-ci qui, dans des régimes, étaient bloqués, n'arrivaient pas à s'exprimer, qui aujourd'hui, ces régimes n'étant plus, ce sont eux qui ont et les financements et les armements et
qui se battent. Alors, qui sont-ils? Les noms, il y en a beaucoup. Les noms, ils sont multiples, ils sont variés, mais l'idéologie est la même. Et c'est le groupe agissant autour du lac Tchad qui l'exprime le mieux. Eux, ils se sont appelés, ils ne s'appellent pas groupe ceci, groupe cela. Ils s'appellent Boko Haram. Boko Haram. Boko Haram, en clair, ça veut dire quoi? La civilisation occidentale est impie, elle est maudite. Il faut la combattre, il faut la détruire. Tous, c'est ça leur idéologie, quel que soit leur nom. C'est vous dire, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'il nous faut repenser complètement les paradigmes en cours. Il ne s'agit pas d'une guerre du Sahel. Il s'agit d'une guerre déterminante pour l'avenir du monde libre et qui se déroule pour l'instant au Sahel ainsi qu'au bord du lac Tchad. D'où l'extrême pertinence de la décision des chefs d'État à Pau, créant une coalition pour le Sahel, rassemblant, je cite, les pays du G5, la France, à travers l'opération Barkhane, ainsi que ses autres formes d'engagement, les partenaires déjà engagés, ainsi que tous les pays et organisations qui voudront y contribuer. Fin de citation. À ce titre, nous devons renforcer la dimension d'ouverture de la coalition, qui se doit d'être véritablement internationale, c'est-à-dire ouverte à tout partenaire et à toute technologie permettant une riposte adaptée à la guerre asymétrique qui est imposée au Sahel. Et je voudrais en profiter pour saluer le secrétariat permanent de la coalition pour le Sahel que le président Macron vient de mettre en place et au secrétariat auquel le mari se fera un plaisir d'envoyer un cadre. Maintenant, pour les renseignements, vous savez, il importe qu'il y ait une chaîne de renseignement. Et justement là également, ça prouve un peu pourquoi les populations ont peur. C'est parce que tous ceux qui collaborent avec l'armée, avec les forces françaises, lorsqu'ils sont repérés, eh bien, ils sont éliminés. Il y a un mois, le fils du chef d'un village qui, justement, renseignait les éléments amis, alliés, a été égorgé publiquement. Donc, la chaîne de renseignement en ressources humaines devient difficile parce que ceux qui sont pris, eh bien, ils sont tués, et de façon exemplaire, pour faire peur, pour effrayer. C'est pour cela que là, la technologie devient indispensable pour nous. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est indispensable que nous puissions avoir une vidéosurveillance satellitaire de toute la zone. Je sais que l'espace est énorme, mais il faut cela. Il faut que nous puissions voir ces gens quand ils attaquent, parce que ce sont eux qui attaquent. Aussi bien nos armées nationales que l'aménagement, que Barkhane. Ce sont eux qui attaquent. Nous, ce que nous faisons de la contre-attaque, de la poursuite. Mais nous sommes tous attaqués. Donc, il faut absolument cette technologie. Et il faut inclure dans la coalition tout pays qui accepterait, bien sûr, les règles des Nations Unies, tout pays qui disposerait de cette technologie. Faute de quoi, hélas, nos efforts risqueraient d'être vains, les armées de la coalition discréditées, parce que, par défaut de résultats, n'est-ce pas, le Sahel disloqué et la digue que ce Sahel constitue rompue, avec les conséquences qu'il est aisé d'imaginer. Nos armées aussi, la question, pourquoi nos armées qu'on a formées pendant 60 ans n'arrivent pas à contenir ces gens? C'est que nos armées, excusez-nous, hein, on a formé des armées excellentes pour les défilés militaires, mais absolument inadaptées à la guerre asymétrique d'aujourd'hui. Donc il faut, même à l'EUTM, il faut qu'on revoie la formation de nos soldats à l'EUTM. Il ne s'agit plus de se contenter de leur apprendre de démonter des fusils, de les remonter. Non, ce n'est plus ça.
c'est des formations de type, j'allais dire, force spéciale, il dit, moi j'allais dire légion étrangère, mais avec la morale en plus. C'est ça qu'il faudrait, avec le patriotisme en plus. C'est ça qu'il faut. Tant qu'on n'aura pas cette formation-là, on n'aura pas les armées qui seront... en tout cas, je voudrais, moi, conclure en disant qu'est-ce qu'il faut pour le développement. Parce qu'effectivement, les deux vont de pair, la sécurité et le développement. Ça va de pair. S'il n'y a pas de développement, l'insécurité s'installe. D'ailleurs, ces djihadistes, aujourd'hui, recrutent dans le centre du Mali. Vous saviez combien ils payent par jour pour recruter des éléments? 120 000 francs CFA, c'est-à-dire 200 €. C'est bien ça. 120 000, ça fait bien 200 €. C'est 200 € qu'ils payent les mercenaires qu'ils recrutent, jour. Donc, alors, ce qu'il faudrait, c'est que, et je vous appelle vraiment vivement à ça, il faut que l'AFD, il faut que la coopération, il faut que l'aide, et notamment l'aide, il faut que l'investissement privé dans nos pays songe à transformer les matières premières. Il faut qu'on limite au maximum, je ne dis pas qu'on arrête, mais il faut qu'au maximum on limite la simple exploitation et exportation de nos matières premières. Il faut qu'on les transforme sur place. C'est ça la priorité. Et ça règle en même temps le problème de la migration. Si jamais on transformait les matières premières, si les balles de coton, toutes les balles de coton du Mali étaient transformées sur place, je suis persuadé qu'il y aurait moins de migrants maliens ici en France. Et je voudrais m'arrêter là pour ne pas être trop long et vous remercier de votre aimable attention. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Un petit élément de réponse qu'a souhaité Monsieur Todeschini sur un élément que vous avez évoqué, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, moi je ne peux que regretter vos propos introductifs. Vous connaissez les conditions d'enregistrement, de diffusion de ces auditions. Vous avez stigmatisé l'armée française à travers le comportement certainement vrai de certains soldats. Vous n'ignorez pas qu'au sein du ministère de la Défense, tout cela est surveillé de près, que les relations en bon diplomate que vous êtes, que ces sujets-là doivent remonter aux états-majors, remontent dans les discussions politiques que nous avons de cabinet à cabinet. Moi, je ne peux que regretter, si vos propos sont repris, et j'ai peur qu'ils seront repris, vos propos liminaires, cela contribuera à tout ce que nous avons dénoncé, ce que vous avez vous-même regretté, en disant que vos gouvernements ne soutiennent pas cet esprit anti-français. Cela va y contribuer, que vous le vouliez ou non. Alors, moi, je le regrette parce que ce n'est pas l'image, y compris que nous pouvons avoir de la Légion étrangère en France. Nous sommes ici quelques-uns à avoir eu des responsabilités au sein du ministère de la Défense. Je peux vous dire que ils vivent des conditions très difficiles, y compris sur la formation, sur la discipline. Et je pense que s'il y a des brebis galeuses, il faut bien sûr les dénoncer, mais ne pas stigmatiser la totalité. Bien entendu, je sais que la Légion française a même pu donner à la France un président de la République. Bon, il est clair que ce sont ces brebis galeuses. Je parle de ces brebis galeuses. Ce n'est pas juste non plus, ce n'est pas bon de fermer les yeux sur ce qui existe. J'attire votre attention là-dessus. Et nous, justement, ce qu'on fait et ce qu'on dit au Mali, c'est de dire ne faites pas l'amalgame. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que lorsque vous mettez une bouchée, une poignée d'arachides grillés de cacahuètes dans la bouche, il suffit qu'il y ait un seul grain qui soit pourri, qui soit mauvais, pour que l'ensemble, n'est-ce pas, l'ensemble soit de goût douteux, prenne un goût amer. C'était mon devoir de vous le dire, et vous aussi, c'est votre devoir de faire en sorte que l'information soit portée à qui de droit et que l'on fasse attention. Que l'on fasse attention. Ce sont eux qui ternissent l'image. J'ai bien dit que ils ne sont pas l'armée française. Ce n'est pas eux l'armée française. Mais ils donnent une mauvaise idée, une idée qui n'est pas belle. Et c'est bon de vous en parler et pour que vous aussi vous en parliez là-bas. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait au Mali.
On dit aux Maliens, ceci, ce n'est pas eux l'armée française. Et puis vous savez, moi je n'ai aucun complexe sur ce plan-là. Parce que combien y a-t-il de Maliens qui sont venus mourir en France, pour la France? Il y en a pendant les 2 guerres mondiales, il y en a eu. Et je voudrais justement que vous compreniez que nous sommes pratiquement devant, à l'horizon, il y a une guerre, je ne dirais pas mondiale, mais internationale qui se profile à l'horizon. Et il faut que nous fassions ce que nous devons faire pour la stopper. Si on stoppe ça au Sahel, c'est fini. Mais si on ne le stoppe pas, je ne serai peut-être pas plus de ce monde, mais vous verrez ce qui se passera ici, en France. Un dernier mot de l'ambassadeur du Niger, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les sénateurs de cette commission qui nous accueillent pour ces discussions que nous-mêmes avons souhaitons de vive voix, parce que ça permet encore d'échanger et de partager avec les Français à travers vous-même de comment nos pays interagissent, collaborent et travaillent ensemble dans le cadre de cette action contre le terrorisme au Sahel. Monsieur le Président, je vais aller très vite et très précis sur un certain nombre de points. Monsieur le Président, je voudrais évoquer que la situation au Sahel, comme vous le savez, oui, éclate à partir de 2013, mais n'oublions pas qu'elle a quand même un lien avec la situation intervenue au Mali quelques mois auparavant, j'ai dit au Mali ou en Libye quelques mois auparavant, et qui reste encore aujourd'hui, j'allais dire, un des points qui alimente ce conflit et qui a été un peu le point de préoccupation fondamental et pour lequel, oui, nous appelons encore à une solution en Libye, parce que tant que nous n'avons pas de situation en Libye, oui, cette région du Sahel continuera malheureusement à vivre cette insécurité que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur le Président, je vais aller également sur la question de la coopération avec la France. Non, nous voulons le dire très, très clairement, Monsieur le Président, nous travaillons très sérieusement avec la France, que nous remercions pour l'action continue et efficace que nous menons depuis lors. Nous avons mis en place le G5 en 2014, mais je peux, comme vous le savez tous, oui, cela a été fait avec le soutien de la France, au moins deux ou trois aspects. Le renforcement, le soutien à l'action du G5 depuis sa création, et surtout l'action, le soutien à la force au G5 Sahel, au niveau politique et diplomatique sur la scène internationale, qui nous a permis quand même de faire connaître cette initiative inédite, j'allais dire, en termes de coopération entre des pays d'une région donnée, qui a permis donc de faire connaître cette initiative au niveau international, aux Nations Unies, au niveau européen, à travers toutes les réunions que nous avons eues, notamment la conférence sur le financement, etc. Donc nous le disons, nous l'affirmons haut et fort. Nous travaillons correctement, de façon efficace avec la France. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'aller plus loin, c'est de continuer à travailler ensemble pour obtenir des résultats meilleurs. Donc vraiment, il est important que tout le monde le sache et le comprenne. Comme l'a dit mon voisin, non, au Sahel, nous ne sommes pas ingrats par rapport au soutien que la France nous apporte, loin de là. Au contraire, nous souhaitons plutôt, la situation du moment l'impose, on attend des résultats de nous tous. Oui, voilà un peu pourquoi, ici ou là, vous avez quelques réactions qui interviennent. Et pour aller dans le même sens, on parle de sentiments anti-français. Je pense que mes collègues ont également répondu sur ce point-là. Notre président a dit, le président Issoufou a dit que ceux qui s'expriment de cette façon-là, peut-être sans le savoir, accompagnent, soutiennent l'action de groupes terroristes, peut-être sans le savoir. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, croire que nos alliés de tous les jours, nos alliés depuis le début de ce conflit, que nos alliés depuis le début soient aujourd'hui ceux qui créeraient des situations compliquées qu'eux-mêmes affrontent d'ailleurs, avec tout ce que nous avons relevé ici, avec les nombreux morts, du côté du français comme du côté de nos armées et de nos populations civiles. Donc, des discours comme ceux-là, qui ne se reflètent pas les positions officielles de nos autorités, qui ne reflètent pas les positions de la majorité de nos populations dans nos pays, sont des discours marginaux qui, comme nous l'avons dit, qui sont proches de ce qu'attendent les groupes terroristes qui sévissent dans notre zone. Donc, sur ces points, je pense que nous devons vraiment définitivement
clôturer ce débat qui n'est vraiment pas un débat, qui est alimenté, comme vous le savez également, par les réseaux sociaux que personne n'arrive à contrôler aujourd'hui. C'est du faux, c'est des montages que beaucoup de gens, que beaucoup de personnes essaient de diffuser à travers cet espace-là. Message également dont les groupes terroristes également s'en servent pour continuer à alimenter les tensions intercommunautaires et qui leur permet de recruter davantage. Voilà le défi que nous devons plutôt relever, c'est cette action-là, cette nuisance que nous causent les réseaux sociaux, le développement des réseaux sociaux en jouant sur ces sentiments-là. Monsieur le Président, la réunion de Pau a été une réunion importante. On a parlé de clarification utile pour nous tous, parce que ça a été l'occasion vraiment de mettre au point un certain nombre d'éléments pour rendre plus effective, plus efficace, plus efficiente notre collaboration, telle qu'elle a été démarrée depuis plusieurs années déjà. Mais je pense que la réunion de Pau a été une action qui nous permet de renforcer l'action conjointe pour obtenir des résultats probants. Et je pense que nous, en tout cas, nous sommes félicités de ce qui a été fait à Pau. Les réunions d'évaluation recommandées après la rencontre de Pau sont tenues au Niger de façon régulière au niveau du chef de l'État qui préside ces réunions d'évaluation lui-même. Donc ces réunions d'évaluation pour savoir les points d'étape sur lesquels chaque partie doit un peu accomplir les actions qui ont été demandées. Et en tout cas, à notre niveau au Niger, on apprécie beaucoup. On a beaucoup apprécié cette rencontre et nos autorités sont à pied d'œuvre dans le cadre de ces réunions d'évaluation qui sont prévues pour la mise en œuvre des recommandations. Monsieur le Président, je vais quand même réagir sur le point que vous avez évoqué par rapport à la situation de nos forces armées. Le Président, je voudrais quand même que vous notiez, que vous releviez que non, ces groupes terroristes qui attaquent nos armées, il ne s'agit pas de petits groupes avec une pick-up ou quelques motos. Je peux vous assurer que c'est des groupes importants de 500 et plus qui attaquent, qui s'organisent, qui ont le temps de repérer les positions et de savoir telle position ou tel détachement, de quelle façon il est composé, de quelle façon il est structuré. Et je peux vous assurer, pour avoir vécu très durement ces attaques-là, mais ça n'a pas été des attaques faites par des petits garçons en pick-up ou en moto, c'est des groupes qui viennent en grand nombre, avec des moyens sophistiqués, acquis par des moyens de trafic de drogue et tout. C'est des gens qui sont organisés, structurés avec des moyens qui n'ont rien à envier avec les moyens dont disposent nos armées. Ils sont autant, sinon plus, armés que nos armées nationales qui sont en face, qui tiennent des positions ici ou là. Et n'oubliez pas, tout ce défi qui s'oppose à nos forces armées dans l'ensemble de notre espace, il s'agit de militaires, d'armées qui doivent quand même contrôler un espace assez vaste, très vaste. Je prends un simple exemple, la frontière Niger-Mali, c'est quand même 800 km. 800 km, ce n'est pas évident. Voilà pourquoi pourquoi tout ce travail qui a été, toutes ces propositions, ces décisions qui ont été déclinées à Pau, oui, nous y attendons vraiment une meilleure coordination au niveau de renseignement, une meilleure surveillance aérienne et bien sûr, naturellement, des capacités de réaction coordonnées pour effectivement faire face à ces attaques intempestives qui visent les positions des forces armées, qui visent les populations paisibles, les populations civiles. Sur le Président, le Sahel, quelqu'un l'a dit ici, le Sahel, c'est vraiment cette digue qui maintient la paix et la sécurité entre l'Afrique et l'Europe. Le président Issoufou l'a dit, le jour où cette digue va céder, malheureusement l'Europe, peut-être malheureusement on connaîtra quelque chose. Je peux vous dire qu'au niveau du Sahel, au niveau du G5, nous faisons tous les efforts possibles justement pour que le Sahel soit pacifié. Comme l'a dit un de mes collègues également, nous sommes certains que la victoire sera de notre côté. Nous sommes certains. Et en ce qui me concerne, Monsieur le Président, je dois rappeler que le travail, la collaboration que nous avons avec la France va au-delà de ce que nous avons au titre du G5 Sahel.
mais nous avons également cette coopération dans le bassin du lac Tchad, où nous avons cette collaboration avec la force mixte dans le bassin du lac, qui là-bas également travaille pour combattre Boko Haram, c'est autre groupe terroriste qui sème la terreur et également la désolation dans cette partie autour du bassin du lac, cette partie est pour le Niger. Nous travaillons avec la France sur vraiment plusieurs aspects. Il est important que, mesdames et messieurs les sénateurs, que vous puissiez effectivement retenir que nous faisons du bon travail ensemble et vraiment nous comptons sur vous pour éloigner totalement et contredire totalement toutes ces appréhensions, tous ces discours qui n'ont rien à voir avec la réalité. Notre souhait, c'est d'aller plus loin dans l'efficacité, voilà, pour combattre le terrorisme au Sahel et voilà, et laisser permettre à nos pays d'avancer vers le progrès et la prospérité. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Alors, quelques très brèves questions. Je demande vraiment à nos collègues, j'en ai 5 ou 6, là, mais ce sont des questions très brèves et des réponses très brèves, parce que j'ai, après une autre audition, et par courtoisie vis-à-vis des suivants, je suis obligé de tenir mon agenda. Alors, Monsieur Cigolotti. Allez, moins d'une minute, là, soyez très... Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse plus particulièrement à mon voisin le plus proche, Monsieur l'ambassadeur du Mali. Nous avons évoqué tout au long de la matinée l'engagement des forces de chacun de vos pays, Messieurs les ambassadeurs. Nous avons évoqué l'engagement des forces françaises au sein de l'opération Barkhane. Monsieur l'ambassadeur du Mali, vous avez formulé quelques critiques envers des éléments français présents sur le territoire malien. Je vous laisse assumer la responsabilité de vos propos, que je trouve personnellement dommageables, mais nous ne vous avons pas entendu sur l'action de la MINUSMA. Quel regard portez-vous sur la MINUSMA? Le mandat de la MINUSMA a été prorogé jusqu'au 30 juin 2020. Quelles sont pour vous les perspectives d'évolution nécessaires pour la MINUSMA et son action au Sahel? Merci. Voilà, merci Olivier. Donc, une réponse, vous allez répondre après, hein, je prends toutes les questions. Donc, une réponse très courte sur le rôle de la MINUSMA. Ladislas Poniatowski. Merci, Président. Messieurs les ambassadeurs, êtes-vous bien sûr que vous faites tout pour condamner les manifestations anti-françaises dans vos pays? Et je permets de dire ça en pensant à un événement tout particulier qui m'avait frappé parce que c'était la semaine qui a suivi celle qui a frappé notre collègue Jean-Marie quand il a perdu son fils. Il y a une radio qui s'appelle Radio Patriote qui émet à partir de Bamako, la capitale malienne, où tous les mardis soirs, à l'exclusivité de l'antenne, quelqu'un qui se permet de dénoncer plus particulièrement, et c'était la semaine qui a suivi, des forces d'occupation qui pillent les ressources africaines comme au temps des colonies. Rien n'a été fait contre cet animateur qui émet tous les mardis soirs. Et ne vous y trompez pas, il ne vous aime pas, parce que ce même animateur tape sur vos gouvernements et vos chefs d'État qu'il traite de dirigeants de la région qui sont des laquais nationaux aux ordres de Paris. Monsieur l'ambassadeur, un geste très simple de montrer que vous voulez condamner ces manifestations anti-françaises, comment est-ce que vous n'arrêtez pas l'émission de ce genre de radio? Merci Ladislas. Jacques Lenay, très vite. Oui, messieurs les ambassadeurs, la Russie est de plus en plus présente en Afrique et se rapproche en particulier du Mali. Existe-t-il une concurrence entre la France et la Russie au Sahel? Qu'elle soit naissante ou déjà sensible, peut-on envisager une coopération militaire franco-russe dans la lutte contre le terrorisme au Sahel? Jacques, Joël Garriou-Mellam. Merci, Monsieur les ambassadeurs. Sur ce dossier qui est très important et sur le lien entre sécurité et développement dont nous partageons tous l'importance, il y a un dossier que vous n'avez pas évoqué, qui me semble pourtant extrêmement important, c'est celui de l'autonomisation des femmes en Afrique. Il n'y aura pas de développement en Afrique sans autonomisation des femmes, sans éducation. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres. Ce sont 71% des victimes de trafic humain qui sont des femmes. Ce sont 4 femmes sur 10 qui sont victimes de mariage forcé. C'est la polygamie qui subsiste. Et c'est par l'éducation que nous arriverons aussi à vaincre le terrorisme et assurer un meilleur développement pour l'Afrique. Merci. Merci. André Valigny. Oui, Monsieur le Président, une question très courte. D'où vient l'argent? Les 200 € par jour, qui les finance? Vous parlez de la Libye, mais qui en Libye donne l'argent aux djihadistes? Messieurs les ambassadeurs, la semaine passée, le secrétaire général du G5 Sahel,
M. Sidikou, ainsi que les présidents de l'Ouganda, du Ghana et de la Mauritanie ont reçu une délégation de parlementaires américains. Cette délégation, conduite par le sénateur républicain James Inhofe, président de la Commission des forces armées du Sénat américain, a assuré ses interlocuteurs que les États-Unis n'envisageaient pas de réduire leur présence sur la partie ouest du continent africain. Or, le budget militaire américain prévoit une diminution de ses dépenses très significative pour les activités du Pentagone en Afrique. Ainsi, le budget alloué à l'AFRICOM pour 2021 sera divisé par 10 et ne représentera plus que 22,7 millions de dollars. Ma question est donc très simple. Malgré cette forte diminution des crédits militaires à l'AFRICOM, quelle est l'aide que les États-Unis peuvent apporter concrètement aux pays du G5 Sahel pour combattre le terrorisme? Voilà, merci. Et enfin, Alain Casabonne, très vite. Oui, je pose une question parce qu'il n'a pas été répondu tout à l'heure. Par rapport aux négociations, est-ce qu'il y a des négociations? Quelle nature et avec qui? Il ne faut jamais avoir peur de négocier, comme disait Kennedy, mais il ne faut pas négocier sous la peur. Est-ce qu'il y a des négociations? Merci. Alors, vraiment, des réponses très courtes. Voilà, allons-y. Je commencerai par que faites-vous contre les critiques contre l'armée française? Eh bien, nous avons arrêté un leader religieux qui a beaucoup d'adeptes, juste un homme, à cause de ses propos virulents sur la présence française. Ça, c'est un. Pour la radio patriote, des actions sont en cours en justice, mais vous savez, la liberté d'expression, elle est là, et dans ce cas précis, bien entendu, c'est l'argument de leurs avocats, mais ce que l'État peut faire dans ces cas-là, c'est faire en sorte que la justice suive son cours. On est là-dessus. Et peut-être que cette radio sera même fermée si elle n'arrête pas ce genre de choses. Mais ça ne se fait pas comme ça brutalement. Ça c'est la démocratie et le droit dans son esprit français tel que nous l'avons reçu et compris. La MINUSMA, vous savez, la MINUSMA, son mandat, c'est de faire en sorte que de maintenir la paix, c'est protéger la paix dans un pays en guerre. Voilà le paradoxe de la MINUSMA. Et la MINUSMA perd tellement d'hommes, mais son mandat n'est pas bon. Et c'est pour ça que nous demandons nous vous demandons à tous, et nous voudrions que le Sénat également puisse s'impliquer pour que le mandat de la MINUSMA puisse répondre, évoluer. Et le chapitre 7 qui lui permet effectivement de combattre le terrorisme. Sinon, les gens de la MINUSMA, ils vous disent carrément, nous ne sommes pas là pour combattre le terrorisme. Nous sommes là pour la paix, pour protéger les civils. Bon, donc il est clair que son mandat est inadéquat. Y a-t-il concurrence entre la Russie et la France au Mali? Moi, je pense que j'ai essayé, je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre, de montrer que ce paradigme-là, c'est une affaire mondiale qui est en train de se préparer. Vraiment. C'est extrêmement important de le savoir. Il est clair que, bien sûr, il y a des contradictions entre puissances, c'est vrai. Mais, quand même, Staline est bienvenu à côté de la France pour se battre contre un ennemi commun. Bon, donc, il n'y a pas de concurrence pour nous. Nous, de toutes les façons, nous savons que nous devons tout à la France, parce que sans Serval, nous ne serions pas aujourd'hui. Plusieurs présidents de la République l'ont dit. Sans Serval, parce que c'est la France, Serval parce que c'est la France, parce que nous avons une histoire commune, et aussi parce que la Constitution française le permettait. J'ai été ambassadeur en Allemagne, personne en Allemagne n'aurait pu agir comme la France a agi aussi vite. Il aurait fallu l'accord du Parlement.
Et ce n'était pas évident de l'avoir. Donc, nous devons tout, nous devons notre existence aujourd'hui à la France. N'est-ce pas? Mais maintenant, il s'agit d'avancer. Il faut avancer. Bien. L'autonomisation des femmes, madame, je suis vraiment au regret d'avoir omis d'en parler, parce qu'elle est essentielle. La preuve que c'est notre souci, nous avons créé, et je vous inviterai d'ailleurs, un prix d'excellence des étudiants maliens en France, qu'on organise. La deuxième édition, on l'organisera en avril. Et bien, dans ce prix, l'UNESCO a eu l'heureuse initiative d'accorder un prix pour l'incitation des jeunes filles, des femmes aux études scientifiques. Et je vous inviterai à cela. Et sans autonomisation des femmes, rien n'est possible. Et il est clair que la violence conjugale, il y a pas mal de choses qui... Mais, madame, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Dans la première édition de ce prix d'excellence, sans l'avoir fait exprès, il y a eu la parité. Il y avait autant de femmes que d'hommes. On n'a pas fait exprès. On a un jury qui est indépendant, autonome. Cette année, c'est un professeur de physique qui est le directeur du concours d'admission à Polytechnique, qui est le président du jury. Nous, notre membre de l'ambassade qui est dans ce jury, n'a pas le droit d'opiner. Il est simplement rapporteur. C'est le jury qui a fait l'année dernière, sans le faire exprès, il y a autant de jeunes filles et de jeunes dames que d'hommes. Bien. Et d'où vient l'argent? Je vous dis, l'argent, on l'a dit, ça vient du trafic de cocaïne, ça vient de trucs, mais ça continue à venir de la Libye. Vous savez, la Libye, c'est quelque chose d'extraordinaire, la Libye. Vous savez que la Libye a atteint, depuis 5 ans, a atteint sa production pétrolière d'antan. Malgré tout. Et c'est Haftar qui maîtrise l'essentiel des puits. Et c'est Haftar. Ce n'est pas le gouvernement reconnu par l'ONU. C'est Haftar qui maîtrise les... Donc, ça continue à venir, ne vous en faites pas, ça continue à venir par la Libye et par les trafiquants de cocaïne, les trafiquants d'êtres humains, parce que la migration, eh bien, ça rapporte, hélas. Ça rapporte, hélas, hélas. Négociation, oui. Vous savez, la négociation, je dois vous dire que le président a toujours été opposé à ça. Il y a plusieurs déclarations où il dit de façon péremptoire, je ne négocierai jamais. Bon, il se passe que, comme vous l'avez dit vous-même, qu'il faille un débat politique pour quand même avoir l'expression de toute la population. Nous sortons d'un dialogue national inclusif qui a été organisé sur toute l'étendue du territoire et aussi au niveau de la diaspora. J'ai eu affaire à Paris. Alors, c'est une des recommandations. Mais il est clair qu'il y aura des lignes rouges. La charia, nous ne marcherons pas. L'intégrité territoriale, nous ne marcherons pas. La situation faite aux femmes, nous ne marcherons pas. Et c'est dans ce sens qu'on va vers le dialogue, mais ce n'est pas un dialogue de vaincu qui va avoir son vainqueur, non. C'est pour tout simplement, disons, exploiter toutes les possibilités qu'il y ait. Mais ce qui est sûr, c'est que même si on trouvait une solution d'entente, ceux qui ont du sang sur la main devront rendre compte. C'est comme ça que ça s'est fait terminer en Algérie, n'est-ce pas? Voilà, donc je ne voulais pas être long, j'espère que je ne l'ai pas été, et j'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup. Pas d'autres commentaires, parce que malheureusement nous arrivons à la fin de cette audition. Bien, messieurs les ambassadeurs, nous vous remercions sincèrement d'avoir bien voulu vous prêter à ce dialogue, qui est un dialogue qui était important et qui nous permet de compléter notre information.
un certain nombre de points nous ont fait chaud au cœur. Je pense notamment à la réaffirmation par les uns et par les autres de la reconnaissance que vous apportez à la France, car nous nous sentons quand même en première ligne. Et je dis au passage que nous le disons à nos voisins européens, qui nous encouragent souvent trop modestement. Et nous aimerions bien que ce combat que nous menons pour la sécurité et la souveraineté en Afrique, mais aussi pour la sécurité en Europe, elle soit partagée par tout le monde. Donc évidemment, c'est des points qui sont importants, et les éléments les mots de reconnaissance que vous avez adressés nous vont droit au cœur, et ils sont très importants. Par ailleurs, vous l'avez bien compris, l'émotion de nos collègues vis-à-vis des forces médiatiques, journalistiques ou que sais-je, qui répandent des bruits anti-français. Nous comptons aussi sur vos gouvernements respectifs pour les combattre, parce que ça ne va pas dans le sens du chemin que nous souhaitons faire ensemble. Et ça risque à terme, si vous voulez, de déstabiliser la position même de la France, parce que si vous avez une opinion publique qui devient très hostile, vous savez, après les événements d'Ouzbin en Afghanistan, le président de la République n'avait plus qu'une solution, c'est à retirer ses troupes, et on voit la solution, enfin on voit la situation qui a eu lieu après. En ce qui concerne, Monsieur l'ambassadeur, deux points qui peuvent faire discussion. Bon, vous comprendrez que les éléments que vous avez donnés concernant le comportement de tel ou tel, nous les prenons en note, mais nous souhaitons de notre côté réaffirmer notre solidarité avec nos forces armées. Vous savez, moi-même, j'y étais à plusieurs reprises dans vos différents pays, et notamment au Mali. Moi, je sais la pression qui repose sur ces hommes. Vous savez, ils sont partis ce matin en mission. Pour nombre d'entre eux, comme on y a assisté quand on était là, ils ne savent pas si ce soir ils rentrent. Donc on peut imaginer que parfois, ponctuellement, des comportements, mais on en a aussi dans toute société, dans toute organisation. Il y a des gens qui se comportent moins bien que les autres, mais en tous les cas, ça ne peut pas porter atteinte à l'ensemble des forces françaises qui font un travail remarquable, dans des conditions très difficiles. Je rappelle qu'ils partent de 4 à 6 mois, laissant des femmes et des enfants quasiment instantanément pour vivre dans des conditions climatiques et de dangerosité qui sont quand même uniques. Qui assume un pareil défi dans notre pays. Et donc notre rôle est de réaffirmer notre solidarité. S'il y a des manquements, il y a des autorités militaires qui sont tout à fait adaptées pour corriger ces choses. Mais il faut aussi une dimension de compréhension, car la pression qui repose sur eux est vraiment très forte. Car encore une fois, c'est tous les jours, c'est leur propre vie qui est remise en cause, et ils le savent et ils l'acceptent. Et puis, en ce qui concerne les négociations, Monsieur l'ambassadeur, moi j'ai été très sensible à votre dernière intervention. Vous avez fixé un certain nombre de lignes rouges. On ne peut pas dire pas de solution militaire, il faut une solution politique. Par définition, la solution politique passe à un moment ou à un autre par des discussions qui n'avaient pas lieu avant. Bon. La seule chose, par respect pour l'engagement de vos propres troupes et des nôtres, c'est qu'il ne faut pas que tout soit passé brusquement par pertes et profits, et qu'on se mette à discuter et à passer à l'encan tout ce pourquoi nous nous sommes battus. Et donc, je suis heureux d'entendre, je pense que la Commission est heureuse d'entendre, que vous avez fixé un certain nombre de lignes rouges. Les gens qui ont du sang sur les mains, ceux qui ont organisé ces attentats, ceux qui ont fait mourir vos soldats et les nôtres, ceux qui attentent à la condition féminine, ceux qui trafiquent la drogue, les êtres humains, les armes, etc., ne sont pas des interlocuteurs. Il y a, je peux l'espérer, sans les connaître, il y a peut-être des gens qui vont aller vers des éléments plus modérés, plus pacifiques pour discuter de la fin de ces conflits, mais il faut bien que vous fassiez très attention avec qui on négocie. Car malheureusement, c'est une guerre atypique, et il y a beaucoup de gens là-dedans qui n'ont pas de parole. Et qui peuvent chercher effectivement à discuter, à négocier pour gagner du temps, se refaire des forces et être encore plus agressifs au lendemain. Donc nous vous invitons à être très attentifs à cela, de telle sorte que le combat que nous menons à vos côtés ne soit pas un beau jour. Vous savez, nous avons, dans le cadre de nos OPEX, laissé beaucoup de morts. Il y a un monument ici, dans le 15e arrondissement, qui aligne plus de 550 noms, plus de 550 noms, et vous étiez nombre d'entre vous à l'inauguration par le président de la République. Il ne faut pas que ces gens soient morts pour rien.
Parce que déposer des gerbes et faire des discours, c'est très bien. Ça ne les a jamais fait revenir. Et leur famille supporte cette souffrance. Et donc, il faut véritablement que si un jour la paix intervienne, elle intervienne dans l'honneur. C'est-à-dire que ce pourquoi se bat l'État souverain du Mali et les autres États soient des valeurs que l'on puisse partager et non pas une négociation finale où les principes disparaissent. Donc nous serons très attentifs à ça et j'allais presque dire avec solennité, avec gravité, ça conditionne un petit peu notre soutien parce que aussi bien nous sommes prêts à mobiliser l'aide au développement, vous permettre d'anticiper cette deuxième étape essentielle, aussi bien il faut que les règles pour lesquelles nous nous battons ensemble soient strictement maintenues. Et encore une fois, moi, je me méfie toujours, et comme on dit dans un proverbe, quand on dîne avec le diable, il faut que la cuillère soit longue. Hein, et donc, soyez très attentifs aux conditions de ce dialogue, même si quelque part, tout dialogue politique nécessite de parler avec des gens avec lesquels vous ne parliez pas avant. Sans ça, ça n'existe pas. Voilà, messieurs les ambassadeurs, merci en tous les cas d'avoir accepté ce dialogue. Je pense qu'il nourrit la réflexion que nous devons avoir avant ce débat parce que vous êtes quand même les représentants de vos États. Nous-mêmes, par plusieurs biais, moi personnellement aussi, nous allons sur place nous rendre compte de la difficulté. Moi, le Mali, j'ai sillonné le Mali dans tous les sens, dans des temps où c'était l'Afrique que nous rêvons. Et les soirées qui tombent à Mopti, on en a tous un souvenir ému. Ce n'est plus ça, et je n'oserais même plus y aller. Néanmoins, il faut qu'on se batte pour la paix, et cette paix, elle ne doit pas intervenir à n'importe quel prix. Les forces françaises sont présentes, elles payent un prix très lourd, elles doivent être respectées. La France doit être respectée car elle est la seule à fournir un tel effort. J'ai beaucoup d'amitié et de respect pour les contingents européens qui nous envoient 100 ou 150 personnes. Mais vous savez, vous parliez tout à l'heure de la Légion étrangère. C'est eux qui vont dénicher les terroristes. Ils y vont, j'allais presque dire, à main nue. Et vous savez bien la difficulté du combat qu'ils mènent. Alors nous recevons des conseils de pays européens qui nous encouragent, mais ceux qui sont dans les IFORAS et tout ça, ce sont nos corps les plus brillants, les plus aguerris, et très souvent cette légion étrangère que nous respectons et que nous aimons. Voilà, merci infiniment en tous les cas d'avoir accepté ce débat. Je crois qu'il était naturel, il était utile, nous recevons toutes sortes d'avis sur ces sujets, et nous ne sommes pas dans une idée préconçue, mais au contraire dans l'écoute de tous les arguments qui peuvent être échangés pour nourrir le débat que nous aurons en mai prochain. Merci infiniment pour votre présence. C'était l'audition de Toumani Djimé Diallo, l'ambassadeur du Mali en France. Ses propos sur les débordements de la Légion étrangère à Bamako ont provoqué un tollé au Sénat. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a fait une mise au point avec le ministre malien des Affaires étrangères. Et puis Christian Cambon, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, a dénoncé, je cite, des fake news et apporté son soutien aux forces françaises présentes au Mali. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous les programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat. Adèle, je lui raconte son histoire. Maman, elle voulait vraiment un bébé, sauf qu'une maman toute seule, elle ne peut pas avoir de bébé. Donc maman, elle est partie en Espagne et puis il y a un donneur qui a donné des graines. Vous sous-entendez bien qu'il peut y avoir un problème, notamment du fait de l'absence d'altérité sexuelle dans sa famille. Ce que vous ne supportez pas, c'est l'idée que des femmes puissent élever des enfants sans ce que vous vous représentez comme étant l'autorité, c'est-à-dire le père. On partage, en tout cas sur de nombreux bancs, une crainte. C'est que ce texte soit une étape demain pour la GPA. Le Canada autorise la gestation pour autrui depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc on a fait ce choix-là. Légalement, il n'a qu'un seul père, c'est moi. Donc ça veut dire que mon mari n'a aucun droit sur lui. Je voudrais vous dire que nous sommes 326 en séance. Madame la ministre, mesurez l'engagement du Sénat. Sénat en action, bioéthique, le Sénat fait sa loi. Demain à 23h sur Public Sénat.